Si l'homme est dans son esprit, qu'il est alimenté par son esprit, c'est parce qu'il y a en lui une transmutation de ces principes qui permet à l'antimatière de se frayer un chemin à travers ses centres pour faire vibrer la forme, ce qui crée chez l'homme la souffrance, afin que l'esprit puisse être libre en lui, au lieu d'être enchaîné par une mémoire d'âme qui ne permet pas à l'être humain de savoir. Or, il est bon de connaître le lien entre l'esprit et l'antimatière. L'esprit se déplace dans le temps et son déplacement s'opère en fonction de l'utilisation qu'il fait de la forme en fonction d'un rayon d'énergie. Les rayons de la création sont des énergies très puissantes que le mortel ne connaît pas dans son expérience, puisqu'ils font partie de l'expérience de son esprit. Ce dernier utilise ce rayon, c'est-à-dire cette antimatière, pour être présent éternellement dans l'homme au niveau de la forme. Et c'est cette présence, une fois rendue consciente dans l'homme, qui le fait évoluer lorsqu'il a un peu mieux compris les lois de la vie. L'antimatière, ce n'est pas le monde de l'esprit, c'est l'énergie dont se sert l'esprit pour se déplacer sur les différents plans de la création à travers la forme. L'esprit, lui, lorsque l'homme est sur la terre, cohabite avec son ego, cohabite dans son mental avec la forme, à travers la forme, et se sert des pensées rendues vibrantes par l'antimatière, afin de créer dans l'homme, par coloration, la conscience de sa présence. Si les formes pensées n'étaient pas rendues vibrantes par l'antimatière, il serait impossible à l'esprit de communiquer avec l'homme, car sa fonction est d'ajuster la pensée et non de la faire naître. Mais l'esprit est tellement présent dans l'homme que dès que vibre la forme, il est là pour l'ajuster, c'est-à-dire pour la colorer selon la capacité mentale de l'être humain. Voilà son rôle important vis-à-vis l'homme, et voilà pourquoi l'homme apprend. Mais l'homme est un être naïf, dans ce sens qu'il ne comprend pas les lois de la forme, car il est démuni d'expérience suffisante. Pour cette raison, il prend l'esprit au sérieux, car il croit que la fonction de l'esprit est de l'aider égoïquement, lorsqu'en fait la fonction de l'esprit, c'est d'ajuster ses pensées pour qu'il puisse, sur le plan de la terre, être de plus en plus intégré à l'énergie en lui, qui est l'antimatière. L'esprit est un aide. Il fait son travail. Il est un ami cosmique de l'homme, et non une béquille pour l'homme. L'esprit de l'homme est beaucoup trop réel, et beaucoup trop régi par ses propres lois, pour que l'homme se l'approprie, pour quelque raison que ce soit, à des fins égoïques inconscientes. C'est pourquoi l'homme conscient, une fois qu'il a perdu sa naïveté originale, ne regarde plus, ne voit plus son lien avec l'esprit comme un lien fraternel, un lien spirituel, mais plutôt comme un lien universel et cosmique et transcendantal. Il n'y a plus alors de spiritualité en lui, car il est capable de voir le jeu de la forme instantanément. C'est alors que nous parlons de fusion avancée avec le mortel. L'ego et l'esprit sont alors un et indivisiblement liés, car le rapport entre l'esprit, l'homme et l'antimatière n'est plus un rapport de force, mais un rapport d'harmonie. Dès que l'esprit se rend compte des progrès du mortel, il se rapproche de lui à un point tel que le mortel sent en lui-même surgir une activité qui ne vient pas de lui, mais qui vient à travers lui. Une créativité gratuite dans un sens qui le supporte et allège sa vie matérielle. L'ego de l'homme rendu conscient devient alors le plan à travers lequel crée l'esprit pour le bénéfice de l'homme. L'homme n'a plus à souffrir de créativité, elle est là plutôt en abondance. Le travail karmique, tel que l'homme l'a connu par le passé, cesse donc, et l'être humain devient créateur, c'est-à-dire capable d'engendrer sur son plan cette énergie en lui qui est antimatérielle et descendante,
car il a la volonté pour le faire. Mais, toujours, cette énergie est modulée, ajustée par son esprit pour les besoins du mortel et de sa race. Un grand équilibre existe alors entre l'absolu ou l'antimatière, l'universel ou l'esprit, et le mortel ou le planétaire. La vie est enfin dans l'ordre de sa création. Il est important que l'ego reconnaisse son individualité, qu'il sente son identité, car ce n'est qu'alors qu'il peut reconnaître la conscience pure en lui, cette conscience qui n'est pas sous le pouvoir d'aucune influence, ni interne, ni externe. Tant que l'esprit peut influencer le mortel, c'est que ses principes ne sont pas encore parfaitement ajustés. L'initiation se poursuit alors jusqu'au développement de la conscience pure, de cette conscience qui, sur le plan de la terre, crée un être parfaitement bien dans sa peau de façon permanente. L'homme doit se méfier de l'esprit en lui autant que des autres influences qui s'exercent contre lui. Bien que le travail de l'esprit soit essentiel et créatif, le mortel doit un jour être lucide, c'est-à-dire parfaitement conscient de sa vie vis-à-vis l'esprit. Sinon, il souffre, car l'esprit est puissant. La conscience pure est un acte nouveau de la création. Le mortel n'est pas habitué, car depuis très longtemps, il fut non pas seulement assujetti à son esprit, à travers la forme, mais il fut aussi assujetti à d'autres esprits dans des mondes inférieurs que nous appelons l'astral, comme il fut aussi assujetti à la condition humaine sur la terre. Donc, pour le mortel, de prendre sa juste place dans l'ordre des choses équivaut à un tour de force, et sa spiritualité peut facilement lui enlever, lui cacher ce privilège extraordinaire. C'est pourquoi les mystères et leur compréhension sont aussi importants, ou plutôt si importants, car ce sont les clés d'évolution qui permettront au mortel d'élever sa conscience et de fusionner avec des intelligences supérieures qui font partie de sa réalité universelle, sur les plans de sa conscience mentale supérieure. Mais si le mortel ne dépasse pas sa pensée associative, il ne connaît pas un jour une pensée créative et explorative des mystères, il demeurera tel qu'il le fut par le passé, une créature, un être de second ordre. Dans le cosmos local, c'est-à-dire dans les espaces-temps avancés, il y a plusieurs civilisations hautement évoluées et supérieures à ce que le mortel peut imaginer. Ces civilisations, libres telles qu'elles sont dans leur espace-temps, ont un grand pouvoir sur l'homme à travers le plan astral de sa conscience, sans parler du plan matériel où il pourrait se manifester. Viendra le jour où l'homme devra pouvoir identifier l'origine, la nature de ces intelligences puissantes, de les comprendre et de ne pas être dominé par elles. Et pour ce, il lui faudra être très près de lui-même. Il lui faudra, autrement dit, avoir été capable de dépasser les formes utilisées par les esprits dans le monde de l'astral. Il lui faudra être capable de dépasser les formes utilisées par l'esprit dans le monde de la lumière et ainsi capable de faire descendre en lui l'énergie de l'antimatière qui lui permettra alors d'être sur un même pied d'égalité avec ses intelligences. Que ce soit le mortel, le terrestre ou ses autres intelligences, il faut que l'homme réalise que même ces êtres sont en esprit et très avancés en esprit. C'est-à-dire qu'ils comprennent les lois de l'esprit, d'où leur pouvoir d'utiliser l'antimatière, d'où leur science. Mais l'homme est toujours ce que représente son esprit, et il y a des civilisations avancées où l'esprit n'est pas des mondes ou des plans de la lumière. Ils viennent d'ailleurs, et l'homme devra un jour pouvoir les identifier, car ils auront un grand pouvoir sur l'homme si ce dernier est ignorant, si ce dernier ne peut pas les mettre en échec.
Il est important que l'homme réalise pleinement un jour l'importance de la volonté réelle et qu'il en comprenne le fonctionnement. La volonté réelle est un peu d'antimatière intégré dans l'homme par le biais de son centre mental supérieur. Plus l'homme se conscientise, plus cette sorte de volonté à toute épreuve élève le taux vibratoire de son corps mental, et plus l'énergie de l'antimatière le traverse. Et c'est cette sorte de volonté qui permettra un jour à l'être humain de contrôler la matière pour finalement dématérialiser son corps matériel. La création, son évolution, se fait par le passage de l'antimatière vers la matière. Ce passage est long et difficile, car la matière physique, vitale, astrale, mentale, ne peut l'absorber qu'en quantité limitée et graduelle, d'où l'évolution. L'être humain est composé de plusieurs principes, et le dernier, le mental supérieur, absorbera suffisamment d'antimatière pour que se forme sur la Terre une conscience, dont la volonté sera le point central d'actualisation de l'homme. C'est ainsi que nous verrons au cours des prochaines générations des êtres humains devenir des maîtres de la vie. L'esprit dans l'homme sert à l'évolution de l'homme et à la formation chez l'homme d'un centre de volonté, d'intelligence et d'amour, à partir de l'énergie de l'antimatière, qui se canalise de plus en plus en lui sous la surveillance de l'esprit dans l'homme. Lorsque l'homme est complet, la fusion est totale et l'esprit habite l'homme et l'homme fait un avec lui. L'ego réflectif n'est plus et l'homme est un maître de la vie. Le phénomène de la volonté est loin d'être compris de l'être humain d'aujourd'hui, car ce phénomène fait partie intégrale de l'évolution de l'homme et de sa fusion. Au fur et à mesure qu'évoluera l'être conscient, il découvrira la réalité de l'antimatière et de sa relation avec l'esprit. Il y a des intelligences dans l'univers qui sont en dehors de la forme. Ce sont les esprits de lumière. Et il y a aussi des intelligences qui évoluent ou ont déjà évolué dans la forme. Ce sont les intelligences des espaces-temps parallèles, dont la science dépasse ce que nous connaissons. L'homme doit se situer vis-à-vis lui-même absolument s'il veut développer la volonté qui donne l'intelligence et fait connaître l'amour, et qui permet éventuellement à cet être d'être en relation étroite et parfaite avec un niveau ou un autre de ses intelligences. Ainsi, il ne sera pas utilisé par l'esprit et en bénéficiera sur le plan de l'intelligence, de la volonté de l'amour, sans pour cela en être prisonnier sur le plan de l'expérience. Et de la même façon, dans un même temps, il ne sera pas susceptible d'être dominé par des intelligences en évolution qui ont atteint un haut degré d'intégration d'antimatière en eux. Car non seulement l'homme doit-il être conscient de l'esprit en lui, il doit développer un corps de lumière, un corps morontiel, qui sera demain son véhicule. Mais il doit pour cela apprendre à absorber l'énergie de l'antimatière qui régit la forme et ne pas souffrir du processus à cause de l'esprit. Une fois qu'il a atteint ce stage, il est un avec son esprit, car son esprit est un avec lui. Il n'a plus à subir, il crée. Si le rapport entre l'antimatière et l'esprit n'a jamais été réalisé par l'homme auparavant, c'est que sa conscience n'était pas suffisamment évoluée pour déchirer les voiles des mystères et aller chercher derrière le monde de l'esprit l'essence de la réalité, l'antimatière, et en voir les rapports étroits avec sa propre vie. Il ne voyait que le monde de l'esprit, de son esprit, et ce monde paralysait sa vision, car trop d'émotivité en lui empêchait que son cerveau éthérique puisse laisser passer la connaissance connue de l'esprit, mais qui devait servir l'homme, une fois conscientisé. L'esprit, non seulement fait-il partie de l'homme lui-même, mais il est aussi l'essence de l'homme sur les plans de la lumière,
Mais son essence doit être en fusion avec le mortel, en harmonie avec le mortel, pour que ce dernier participe enfin non pas seulement à ses principes de base, le physique, le vital, l'astral et le mental, inférieur, mais aussi à ses principes supérieurs dont la manifestation est la volonté, l'intelligence et l'amour. Ces principes font partie de l'esprit de l'homme, mais ils ne peuvent être connus, utilisés, vécus par ce dernier sur son plan, tant que l'antimatière de l'absolu n'a pas été suffisamment intégrée dans ses principes inférieurs sous la surveillance de l'esprit et selon l'expérience universelle de ce dernier. Plus l'esprit de l'homme est évolué, plus il pourra faire passer dans l'homme cette énergie primordiale, et plus il sera facile à l'homme de retourner au monde de la lumière, d'où il vient dans le temps. Voilà pourquoi l'évolution et l'éclatement dans le monde de l'homme de la pensée supramentale, qui n'est que le début de l'évolution de l'être de demain.